Je suis aujourd'hui avec Marina. Marina qui tient une auberge pour les pèlerins qui sont sur le chemin de Compostelle et qui passent par le Camine del Norte, donc le chemin nord, qui est celui de l'Espagne. Et je suis donc hébergée chez Marina, que je connais virtuellement depuis le mois de novembre, puisque un jour elle a reçu un de mes mails, elle m'a demandé comment j'avais eu son adresse email, je lui ai dit que c'était des dieux qui me l'avaient envoyé. Et c'est comme ça qu'elle a regardé un de mes webinaires et qu'on a commencé à parler. Quand elle m'a dit qu'elle tenait une auberge sur le chemin de Compostelle, j'ai dit, ça, c'est pour moi. Je savais que je devais venir ici, c'était un appel. Et dès qu'on a été libre de sortir et que le temps l'a permis, j'ai pris le premier bus de nuit, suivant les conseils de Marina, et nous sommes donc sur une partie du chemin. Donc Marina, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Bénédicte, enchantée. Voilà, donc je suis ravie de faire ta connaissance en vrai, surtout que tu es un personnage. Et toi aussi. Pas dans le même registre. Pas dans le même registre, et c'est ça qui est fascinant chez les humains, c'est de croiser la différence. C'est la différence, et je sais que des gens, combien as-tu vu de pèlerins l'année dernière? 1200, tu m'as dit? Non, l'an dernier c'était le Covid, donc 151, mais au total en 5 ans, 3500 personnes. Ah, donc tu as tout vu, tout entendu, et surtout tu es une spécialiste de l'impact du chemin sur l'âme des gens. Oui, parce qu'il m'a impacté. Hein. Alors Qu'est-ce qui m'a impacté? Comment tu es arrivé là et comment le chemin t'a impacté? Alors le premier chemin date de 2002, parce que mon époux l'avait fait l'année d'avant. Et quand j'ai vu comment ça lui a fait du bien, je suis partie l'année suivante. Puis, en faisant le chemin, je me suis dit, ouais, ce chemin, il est trop bien, on doit pouvoir accompagner des jeunes. J'ai essayé de mettre un projet en route, c'est très compliqué en France, mais j'ai été contactée par des Allemands, premièrement, et j'ai fait 4 chemins de 3 mois avec des jeunes Allemands en difficulté sociale. Puis j'ai croisé les Français, l'association Seuil, à Paris, qui fait pareil. Donc j'ai continué avec eux. Et donc, du coup, impacter le chemin, oui, ça fait 7000 km dans les pattes. Plus les punaises de lit, plus les garnements, plus, etc. C'était bien. Mais le premier chemin que tu as fait, tu l'as fait en entier? Tu as fait quelle partie? Je suis partie de là où j'habitais à l'époque, l'Ariège, jusqu'à Saint-Jacques. Ah ouais? Ouais. C'est après combien de temps? 48 jours. Ouais. Et tu as dormi dans des auberges, évidemment, comme la tienne? Oui. Ou variantes? Variante. Nous sommes une équipe, on se connaît parce qu'on se rencontre, mais chacun est parti sur son propre plaisir de faire ça. Je crois qu'on est 18 auberges dites donativo, c'est-à-dire des anciens pèlerins qui ont envie de redonner la philosophie du chemin par l'accueil. Ça veut dire concrètement que les gens donnent ce qu'ils veulent? Oui. Et il y a peut-être parfois de l'abus? Ça fait une moyenne parce qu'il y en a qui donnent beaucoup. Il y a beaucoup de billets de 20, puis après il y a de la monnaie, il y en a des fois qui donnent rien. Mais c'est une philosophie à la fois pour moi-même, parce que comme ça je sais jamais ce qui est demain. Ça évite toute la comptabilité. J'avoue que j'aime pas la gestion administrative qui prend du temps. Mais tu dois dire aussi qu'en Espagne, tu as le droit de faire ça, alors qu'en France, tu ne pourrais pas faire du donativo comme ça. Si, il existe des donativos en France. Il faut monter une association quand même, non, en France? Non, il y en a qui l'ont fait, on a le droit d'accueillir chez soi. C'est peut-être plus complexe en France, je sais pas, mais en Espagne, l'avantage, c'est que c'est génial, ça existe depuis 1000 ans. Donc maintenant, on est considéré plus comme une structure touristique, mais comme on est dans l'administration des biens culturels, comme les musées. On est des musées. C'est ça, c'est important ce que tu dis, parce que si un jour des gens avaient envie, à la retraite, de reprendre une activité de ce genre, ça reste une possibilité qui est quand même assez exceptionnelle, dans la mesure où tu vis dans un endroit magique, et je vous montrerai quelques images. Tu as une qualité de vie incroyable. Et surtout, tu rencontres des gens tout le temps. Ouais, du monde entier. Hein. Du monde entier. Ça passe de l'Alaska, de la Chine, du Japon, Australie, génial. À table, une fois, il y avait 3 Chinois, 2 Russes et un jeune qui revenait d'Afghanistan. Le même jour. Mais toi, tu parles quand même donc français, anglais, allemand et espagnol. Oui. Ce qui te laisse la possibilité de parler avec beaucoup de gens. Oui. Ça aide. Hein. Et ça aide à l'accueil. Quelqu'un qui s'entend parler dans sa langue maternelle se laisse tout de suite... avec bienveillance accueillir, sans résistance. Ouais, c'est très beau ça. Ouais. Et ce serait quoi résister à l'accueil? Avoir plein d'idées dans la tête. Si, j'en ai eu. Quoi? On mange pas de viande? Ça, c'était un Russe, c'était trop bien. J'ai jamais mangé un repas sans viande. J'ai dit, tu vas aller t'acheter ton jambon en bas si tu veux, mais... Puis après, il s'est excusé, puis il m'a dit, c'était très bon. Ou alors des Américains qui disent, non, mais ça se mange pas, les orties. Ah ouais, t'es pas obligé, il y aura d'autres trucs à manger, puis après elle se resserre 3 fois. Bon, ça c'est des petits détails. Après, plus de résistance que ça, l'être humain, quoi. Mais les gens qui viennent ici sont plutôt... D'abord, ils sont déjà sur le chemin. Ils ont fait la moitié du chemin s'ils sont arrivés d'Irun. Et puis, comme j'ai la chance d'avoir une grande auberge 2 kilomètres avant,
Tous ceux qui ont un peu peur parce que je ne fais pas de réservation, ils s'arrêtent là-bas. Donc j'ai déjà ici les gens qui n'ont pas trop peur dans la vie en général et d'avoir un lit ici en particulier. Ça, c'est un bon tri. Alors, revenons à ce qui s'est passé pour toi quand tu as fait le premier chemin et ensuite tu as accompagné des jeunes. Donc, j'imagine que tu es parti de l'Allemagne, de l'Ariège. Alors, 2 fois de l'Ariège, non, pas d'Allemagne. 1 fois du Somport, et puis 2 fois de Séville, et puis qu'est-ce qu'on a encore fait? Oui, c'est à peu près ça, ouais, 2 fois de l'Ariège quand même. Et c'était en moyenne combien de jours à chaque fois? 3 mois, c'est des dispositifs de 3 mois, 24-24. Et alors, tu as assisté à des bouleversements, des transformations? Ils ont entre 14 et 18 ans, donc rappelez-vous chacun de vous comme on est entre 14 et 18 ans. Oui, il y a des transformations. La problématique de ces jeunes, c'est que si on les remet dans leur quartier, ils vont retrouver leur repère. D'ailleurs, même pour les pèlerins dits normaux, le chemin commence quand on rentre à la maison. Qu'est-ce qu'il en reste? Donc, oui, non, j'ai vu des belles choses. En tout cas, un qui compte pour tous les autres. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on fait des stages de développement personnel, et je sais que j'ai participé à un paquet de stages, on est là, on s'aime soi, on aime les autres, on va lâcher prise, même en Amazonie, t'es là, tu te dis oui, l'amour, c'est une évidence, et puis tu rentres chez toi, ça dure à peu près une semaine, et boum, t'es reparti dans ton truc. C'est l'habitude. Donc ce qui est intéressant dans ce chemin, c'est qu'on peut considérer que c'est une façon d'aller vers soi, comme n'importe quel stage, comme n'importe quel rituel, en fait, comme n'importe quelle expérience chamanique dans une yourte ou ailleurs. C'est une approche qui peut s'apparenter à du développement personnel, puisque finalement, on va se chercher. Beaucoup de gens sont là pour se chercher ou pour s'oublier aussi. Pour s'oublier, c'est-à-dire pour oublier des deuils ou des divorces ou des choses difficiles, pour oublier, pour transcender, il y a de tout. C'est un pèlerinage. Les pèlerinages existent dans toutes les cultures, tous les cultes. C'est un pèlerinage à l'origine. Aujourd'hui, je dirais qu'il n'est pas du tout religieux. Prendre un sac à dos, porter ses affaires, marcher entre 15 et 35 km par jour, c'est déjà une démarche. C'est déjà, on quitte quelque chose. Donc oui, ça fait ça. Alors, ça fait bien. Quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui part pour la première fois? Moi, j'ai mon expérience, mais toi, tu as une expérience qui est tellement plus importante. Eh bien, partir léger, mais déjà c'est raté au démarrage parce qu'on pense qu'on a besoin de beaucoup de choses, qu'on peut lâcher en route. Je crois qu'on lâche ce qu'on a besoin de lâcher en route. Les conseils, de ne pas réfléchir. Moi, j'aime bien cette image, sauter de l'avion sans parachute. Bon, là, il faut un petit sac à dos quand même. Mais en fin de compte, voilà, je crois que c'est tellement personnel. Si, c'est bien de prévenir d'avoir les pieds dans des bonnes chaussures. Un bon conseil qu'on trouve dans aucun guide. Super. Avant de partir, la nuit d'avant ou 2 nuits d'avant, vous préparez une bonne petite pâte de henné et vous emberlificotez vos pieds partout, ça peut frotter. Entre les orteils, remontez les talons, enveloppés de coton et de plastique pour pas mettre le lit tout rouge. Et le lendemain, vous enlevez la pâte. Et c'est un truc des Tamacheks, dont des hommes bleus du désert. La peau est élastique après. J'étais la reine des cloques parce que je mets peu de chaussures fermées. Et ben c'est génial. Et ça vaut le coup. Effectivement, c'est un bon conseil pour quelqu'un qui va faire 3 mois. Parce que tu sais que tu pars ou un mois. Ou un mois, ça dépend d'où on part. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé ici, dans ce village, et tu t'es dit, c'est pour moi? Il y a eu beaucoup de synchronicité. Il y a simplement le fait que j'ai passé dans ce village et bon, ça fait un peu bizarre, mais j'ai commencé à voir l'aura des arbres. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je prends rien, je prends pas de produits. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois sur le chemin de commencer à voir la lumière qu'il peut y avoir autour de ce qui est vivant. Après, c'est les fleurs qui ont commencé à être comme des flashs, comme ça. Mais des fleurs, t'en as sur tout le chemin. Non, mais c'était au mois de juin, donc elle scintillait. Puis après, il y avait une fontaine qui coulait, et puis l'eau était diffractée en diamant. Donc j'ai dit, bon, ben, c'est ici. Ça fait longtemps que je cherchais un endroit où il y a la mer, et la montagne pas loin pour mon époux. Et puis je me suis dit, ben, c'est là qu'on va venir. Et puis c'est bien, en me disant aussi, il faudra peut-être 10 ans pour l'amener ici, mais on va venir ici. Et puis il a bien fait les choses, puisque pendant que j'étais sur ce chemin, 1 mois plus tard, eh ben, il m'a dit qu'on ne serait plus ensemble à mon retour. C'était violent, c'est comme un voyage initiatique et il faut traverser ce genre d'événement. Tu veux dire que tu es remonté, en fait, tu es revenu de ton chemin en ayant cette information que tu 1 semaine avant. Au départ. Ouais, mais ce qui était surtout bien dans ce déroulement de mon histoire personnelle, c'est que le projet était déjà
dans le cœur. Ça me donnait pas le goût de construire quelque chose pour pas me perdre, ça m'a donné le goût d'avancer. Et donc, une année après, non, très vite en fait, l'automne d'après, je suis venue louer une maison ici pour voir comment j'étais Combien accueillie. de temps tu l'as loué? Une année. Ah ouais. Une année sabbatique pour voilà. Et puis après, j'ai trouvé celle-ci. Elle m'a trouvé. Elle m'a trouvé parce que je ne pouvais pas imaginer un lieu aussi bourgeois, joli, chic, avec tout le confort et tous les meubles dedans. Mais c'était un vrai beau cadeau de l'univers parce que nous terminions notre maison, comme dans beaucoup de couples. Enfin, nous avions une magnifique salle de bain, un chauffage central, etc. Et donc la vie, cette coquine, m'a évité de rentrer dans des ornières, parce que je ne suis pas faite pour rentrer dans les ornières. Ça, c'est clair. Tu es donc reparti de zéro. Ouais. Il faut quand même préciser que quand on suit les petites coquilles Saint-Jacques, Ouais. c'est vraiment le chemin. Tu es au bord du chemin. Ouais. C'est-à-dire que même l'auberge qui t'enlève tous les touristes, il faut marcher au moins 1 kilomètre à l'intérieur des terres pour la trouver. Alors que toi, tu descends vers ton chemin et boum, c'est toi. L'auberge apparaît après avoir eu un beau flash de la vue extraordinaire de 100 mètres avant sur toute la baie qui a 2 km de plage, ce qui est peu fréquent sur cette côte. Ouais. C'est un endroit, je dis que je peux être que dans la gratitude parce que ça m'émerveille encore tous les matins parce que pour moi c'est de l'ordre de l'illogisme. Mais comme je ne suis pas très logique, j'accepte, mais je ne m'y habitue pas. Et tu as appelé cet endroit Tout Casa. Ta maison. Donc, ce que je voudrais, c'est donner envie aux gens de faire ce chemin, de s'arrêter chez toi, évidemment. Parce que ce serait pas trop de pub, on n'a que 7 lits. Oui. C'est pas élastique. Mon cœur est élastique, mais pas les murs de la maison. Ce que je trouve bien, c'est cet accueil de 7. On est autour de la table, etc. Alors, donc, en fait, ce que tu veux, toi, c'est que les gens puissent se tenir autour de cette table. Voilà, qui était là dans la maison. Qui était là. Et il y a donc combien de places autour de cette table? On a réussi à être 11. Et puis après, quand il y a encore la famille, les copains et je ne sais quoi, on rajoute celle-là. Jusqu'à 18 dans la maison, ça va. 18? Ouais. Bon, mais ça va, oui, oui. J'ai travaillé aussi en groupe, etc. Je dirais, il y a un chiffre, à un moment donné, dans la présence physique, c'est sympa d'être pas trop nombreux. C'est ça, moi je dirais qu'une dizaine, c'est bien. C'est bien. Ça peut, quand je travaillais, ça allait jusqu'à 18, 20, mais là je perds, moi, mon centrage. C'est ça. Et je vais laisser de côté des gens sans les percevoir parce qu'ils seront trop discrets. Ouais, c'est bien 7, 8, on est au maximum 8, des fois on a été 9 pèlerins accueillis. Mais voilà, c'est bien, c'est bien. Enfin, moi, ce que je trouverais bien, c'est que ce soit tout le temps plein, un chiffre qui te correspond, et que tu puisses accueillir les gens de la façon dont tu le fais. Parce que même si toi, tu restes toi, il se passe quelque chose pour les gens. Oui, souvent quand le groupe prend bien sa mayonnaise, moi je m'éclipse. L'important, c'est les pèlerins entre eux. C'est pas moi. Et il y en a qu'après qui repassent et me disent quand je me suis retrouvée devant la cathédrale, on s'est rappelé de la vaisselle qu'on a fait ici. Ah, c'est drôle. Et alors, ça fait des liens. Oui, ça fait des liens, ça fait des souvenirs. En fait, c'est comme si c'est chez toi, quoi. C'est tout, et ça devient la maison de l'autre, de ce que tu reçois. Ouais, j'aime bien cette idée, c'est tout cas ça. Je suis pour moi un peu la gardienne d'un lieu. Je suis la gardienne. C'est ça. Et puis en plus, en haut, tu as un espace privatif. Ouais. Privatif que... Non, tu mets jamais de pèlerin dedans. À l'étage? Oui. Non, là-haut. Non. Bon, on va pique-niquer parfois, des fois si on est nombreux, mais en principe, non. En bas, c'est avec les pèlerins, puis en haut, il y a des chambres pour les hospitaliers, pour les amis, la famille, etc. Et puis le jardin... C'est vraiment au feeling. Des fois, il y a des groupes où je sens ça va glisser, on va regarder le coucher de soleil de là-haut. Et puis, il y en a d'autres, j'ai pas envie, je le sens pas, je le fais pas. Parce que c'est pas pour pratiquer le vieux proverbe chinois, vivre heureux et vivre caché, mais il faut que ça reste ce que c'est aussi. C'est le danger de trop grandir, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a aussi le phénomène d'accueillir tous les soirs des autres personnes. Et il y a un moment, là, pour moi, le Covid est arrivé au bon moment pour que ça se calme. Parce qu'il y a un moment où ça devient trop une habitude de la manière de les accueillir, parce qu'ils vont poser les mêmes questions. Donc, je vais répondre de la même façon. Et je n'ai pas envie de rentrer dans cette habitude d'accueillir tous les soirs des autres personnes. Donc, le but,
On voulait le faire cette année, mais ça va pas être possible. C'est d'accueillir les gens sur le chemin, mais 5 jours. Oui, comme ça, tu as le temps de les connaître Et puis d'être dans plus de profondeur dans la relation. En gros, tu es ici chez toi. Oui, et les gens le perçoivent très vite. Même des fois trop, donc je leur explique qu'il y a une maman ici aussi. Il y en a des fois qui rentrent avec les chaussures boueuses parce que j'étais pas à la porte. Alors je les regarde, j'aime bien jouer à la sorcière des fois comme ça. Il faut pas se prendre au sérieux, je les regarde, je dis mais t'as pas une maman chez toi? Alors qu'est-ce qu'elle me raconte l'autre? Ta maman elle te laisse rentrer avec les chaussures, donc ils sont tout penauds et puis après ils respectent la maison à son niveau. Parce qu'il faut expliquer que certaines auberges municipales, ben on rentre et il n'y a personne, donc on n'est pas tenu forcément à respecter le lieu comme on est chez quelqu'un. En fait, c'est un peu le principe de la table d'hôte, ascendant spiritualité et camino, quoi. Alors spiritualité, c'est pas obligatoire dans le sens que je sais pas, Non, c'est chacun. Ouais, mais ça a du sens. Oui, dans le sens, ça a du spiritualité, sens. c'est qu'on vient pas ici comme on irait réserver un hôtel avec piscine, tu vois. Non, non. Et puis tous les donativos, en fait, le premier, c'est le Padre Ernesto, là, sur le chemin. Ça fait 30 ans qu'il est là, il commence par expliquer. Et ceux qui sont attirés par cet accueil chaleureux, parce qu'on fait ça pour l'accueil, pas pour l'argent, et ben après ils repèrent toutes nos auberges et puis ils vont d'une auberge donativo à l'autre. Certains pour payer moins, ça existe, les jeunes qui n'ont pas d'argent, ok, on discute, hein. Ils peuvent aider au jardin aussi, ça arrive, il y en a qui font du bon boulot. Et puis voilà, on fait ça parce qu'on a reçu. Le chemin donne, la vie donne, mais cette abondance de vie, on l'a perdue dans notre structure mentale et dans notre société. Et nous le retrouvons sur le chemin. Et chaque donativo, c'est une histoire extraordinaire. Les collègues, c'est extraordinaire. Pourquoi ils sont dans leur auberge, chacun. Parce qu'il y a un moment où c'est l'heure de redonner tout ce qu'on a reçu. Et toi, tu considères que tu as reçu quoi? Le fait de pouvoir être dans cette maison ou d'autres choses? Bon, déjà d'être ici, ça c'est déjà magique, mais c'est mon grandir intérieur qui continue. Après la claque de 30 ans de vie en commun et de me retrouver seule, il fallait que je retrouve qui je suis. Donc là, ça fait 5 ans à peu près que je suis là. Donc je vois que je suis débrouillarde, que même le bricolage, je m'y suis mis. Les travaux que faisait souvent mon compagnon, ben, je suis capable de les faire. Et puis maintenant, ben, ce cycle étant terminé, je vais voir. Je ne suis même pas convaincue de forcément continuer comme nous faisons jusqu'à maintenant. Hein. Je ne sais pas. Pour ça, ma vie a été toujours sur ce mode-là. La vie, c'est comme si elle savait mieux que moi. Ça m'évite de structurer des pensées de projets et de laisser tout ouvert. J'adore cette phrase, ce proverbe qui dit « fais des projets et Dieu rigole ». C'est pour éviter de penser, j'écoute. Je sais pas comment j'écoute, mais ça me donne des pistes que je n'avais pas prévues. Donc la suite, je sais pas. C'est ça, parce qu'il y a un proverbe, pour répondre à ton histoire de Dieu qui rigole, il y a un proverbe qui dit « Vis comme si tout dépendait de Dieu et rien de toi, mais cependant agis comme si tout dépendait de toi et rien de Dieu. » Donc en gros, Dieu est là pour te guider, symboliquement parlant, hein, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, mais en gros, bouge ton cul. Oui. Et ce que j'entends chez toi, c'est pas que tu bouges pas ton cul, parce que tu le bouges, mais tu laisses la vie te surprendre. Ouais, j'adore ça. Et ça, c'est une posture que j'ai rarement vue. Parce qu'on veut souvent tout contrôler. Ouais. Je sais faire aussi, mais ça glisse le tapis très vite. Et en même temps, pour certaines personnes, si tu mets pas en place une action, il se passe rien. Et je crois que c'est ça la nuance subtile. Parce que j'ai plein de coachés qui bougent pas leurs fesses et il se passe rien. Donc 5 ans après, rien n'a bougé. Pourquoi? Parce que bouger, ça veut dire aller voir des choses qu'on n'a pas envie de voir. Donc aller voir ces ombres. Et si j'élabore un peu, qu'est-ce qui se passe quand tu laisses les choses se faire? Ça veut dire que tu ne conjugues pas l'angoisse du passé, ni celle de l'avenir, donc l'angoisse des choses qui n'ont pas forcément été cool, par exemple le divorce. L'avenir, c'est où je serai demain, comment je vais vivre. Et tu acceptes au jour le jour d'être impuissante. Oui, absolument. Mais si l'opportunité de cette maison se présente, puisque le gars la vendait, mais c'était trop cher, et finalement il te l'a vendu au prix duquel tu pouvais l'acheter, tu bouges. Tu vois la nuance? C'est qu'il ne faut pas qu'on croie qu'on reste chez soi et on attend qu'elle dise « salut, je suis la vie, je frappe à la porte et je te donne une opportunité. » Non. C'est je me laisse inspirer et dès qu'il y a une piste qui se met en place, j'y vais. Tu vois la nuance? Ouais, je danse avec la vie. C'est ça. Elle danse avec moi, je sais pas. Et je crois que c'est difficile à verbaliser, c'est une expérience. Mais c'est bien de la partager pour donner le goût de ça, que c'est possible.
Je pense que ma place ici, après, je ne sais pas comment ça fonctionne, il y a plus grand que moi, on va l'appeler comme ça. Moi, j'appelle ça l'intelligence créatrice, hein, à laquelle nous sommes invités à être. Mais je trouve extraordinaire d'être placé ici et quasi, oui, au milieu du chemin avant Saint-Jacques. Donc les gens ont déjà marché 2 semaines et demie, 3 semaines, à peu près 2 semaines et demie, pour arriver ici. Donc le passé est déjà un petit peu derrière. Et ils arrivent ici et c'est relativement, je sais pas relativement, il faut que j'ose les mots, c'est magique. D'abord, la maison est accueillante, la plage, j'en parle pas, Ah oui, j'y suis pour rien. C'est magnifique. Et puis le témoignage qu'une vie autre et différente est possible avec cette qualité. Parce que les vieux trucs judéo-chrétiens qu'il faut être pauvre pour être plus près de Dieu, et ben moi j'ai constaté, parce que j'ai joué à ça aussi un moment, j'ai constaté que plus j'en ai, plus je peux partager. Et on va pas faire la psychanalyse des évangiles comme a fait pas Dolto l'autre. Oui, c'est Dolto. Si, c'est Dolto, hein. C'est Dolto, c'est génial. Mais si j'ai beaucoup, ben, je peux plus donner. Et puis plus j'en ai, plus je donne parce qu'en fait ça me charge. J'ai pas envie d'avoir tout ça. C'est aussi ça qui est génial. Je voulais pas, quelque part, être propriétaire de 200 mètres carrés. Moi toute seule, c'est pas logique. C'était pour partager. Et je fais cette expérience puissante depuis 5 ans. Plus je donne et plus je reçois. Donc c'est une phrase qu'on connaît depuis perpète, mais la pratique est fortement intéressante. Mais si on voulait retirer un enseignement, entre guillemets, de ce que tu dis, ce que moi j'entends, ce qui fait ta force, au-delà de ta personnalité, ton être et ton ADN, c'est, je pense, une espèce de confiance inébranlable en l'instant présent. Dans la vie, l'instant présent, c'est venu. L'instant présent, c'est la vie aujourd'hui, c'est ici et maintenant. Maintenant, oui. Tu sais pas où tu seras dans 6 mois. Exactement. Donc c'est bien l'instant présent. Tu comprends, c'est pas à la seconde. Oui. On n'est pas dans le écart totalé pour les nuls, mais quand même. Oui, mais on peut. Mais soyons nuls. La réalité, c'est quand même que là, actuellement, même dans 3 mois, tu sais pas. Non. Si le couple de bénévoles que tu héberges, d'hospitaliers, décide de t'acheter l'endroit, tu peux être ailleurs. Absolument, et je me réjouis. Et il peut le décider dans 15 jours comme dans 1 an. Ouais. Et si ça se trouve dans 1 an, t'es là, et si ça se trouve dans 6 mois, t'es plus là. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tu fais confiance aux opportunités que la vie peut t'apporter. Alors tu as peut-être une vraie bonne étoile, mais qu'on ait cette bonne étoile ou qu'on croit l'avoir, ça change rien. Ça fait... L'important, c'est qu'elle est là. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que depuis les premiers confinements, il y a un gros mouvement, en France en tout cas, de fuite vers la province. C'est-à-dire que les gens se rendent compte que pour le même prix, ils ont un jardin, de l'espace. Donc en ce moment, les gens commencent à réaliser qu'ils passaient peut-être à côté de quelque chose. Et pour moi, c'est le début d'un processus qui va évidemment aller en augmentant, puisque j'ai beaucoup de coachés qui ont la soixantaine et qui parlent d'habitat partagé. C'est la grande tendance aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui ont vécu peut-être les années baba, qui ont eu des jobs, qui n'étaient pas fauchés, donc qui ont une retraite correcte, et qui cherchent un espace, une permaculture, et c'est pas que des babacools véganes, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu ce mouvement de retour vers l'essentiel. Oui, c'est indispensable. Et d'ailleurs, c'est mon projet ici, le lieu est trop petit pour imaginer un collectif plus large que peut-être 3, 4 personnes ou 5. Donc c'est quand même mon projet, c'est de retrouver une communauté de vie qui existe déjà. J'ai pas envie de mettre en place, j'ai pas envie de faire le leadership non plus. Et comme j'ai quand même un potentiel d'accompagnement en fin de vie, c'est 20 ans de pratique et de pédagogie sur le sujet et d'expérience d'accompagnement. Donc vu l'âge, j'en ai jusqu'à 100 ans, donc j'ai encore un peu de temps. Je rigole. Lol, comme disait l'autre. Mais je me sens bien être accueillie et de redonner ce potentiel-là dans un groupe humain. Et à la fois la pédagogie pour les enfants. J'ai aussi pas mal travaillé dans des écoles alternatives. Donc ces deux clés-là sont pour moi l'essentiel d'une nouvelle société. C'est d'accompagner les enfants dans ce qu'ils sont et puis d'être à côté quand quelqu'un s'en va. Parle-moi un petit peu de cet accompagnement de fin de vie, de ce que ça t'a apporté, parce que c'est forcément lié à ce que tu vis ici et à ce que tu proposes, même si tu n'accueilles pas des gens en fin de vie, bien sûr, mais ça t'a donné une philosophie de vie qui a contribué à qui tu es aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Pourquoi c'est de nouveau sans réponse? Il s'est trouvé que très jeune, je me trouve dans des situations où les gens décèdent, que ce soit comme première stagiaire aide-soignante,
Je vais vers mon premier malade pour le laver, il meurt. Et ça se reproduit 2-3 fois. Et d'autres circonstances identiques. Donc au début, à 20 ans, je me dis, mais attends, je suis dangereuse là, j'ai un truc bizarre parce qu'il fallait se poser des questions. Et en fait, j'ai accepté que cette fin de vie est quelque chose de facile pour moi. Et j'ai creusé, donc des soins palliatifs et toute cette recherche là autour, qui revient à la philosophie de base d'être vivant, je ne sais pas comment dire, de la présence, de l'instant présent. C'est ça, à soi et à l'autre aussi. Ouais. Et à l'autre, parce que ce qui se passe dans notre technologie, et sans jugement, heureusement qu'elle existe, c'est que les soignants, on leur a délégué la mort, et la mort n'est pas une maladie. La mort est un fait naturel autour de laquelle devrait se retrouver tout le monde. Au Moyen-Âge, chez nous, c'était aussi simple que ça. La veillée. Les gens savaient quand ils mouraient, ils étaient assis dans leur lit. Le curé pouvait passer dans le village avec les outils de sacrement, de l'extrême-onction. Et même les passants le suivaient parce que c'était un moment particulier de forte intensité, de contact entre ce qu'on ne voit pas et ce que l'on voit. Et le départ était une fête chez nous en Occident. Un rituel en tout cas, un passage. Un passage qui était bien vécu. Bon, bien vécu aussi parce que les gens mouraient beaucoup et donc c'était pas un truc repoussé. Par contre, j'ai vraiment le sentiment que la vie, elle est avant moi et après moi. La forme que j'ai eue avant ou la forme que j'aurai après, elle existe. Mais comment ? Ça m'importe pas. Mais pour moi, dans cette vie, il y a la naissance, il y a la mort. Et il y a même une ethnie chinoise pour qui la mort est une naissance. Et je le vois bien. Je le vois bien comme une naissance à autre chose, mais ça presse pas. Donc notre culture a arrivé au bout pour moi d'une expérience très matérielle où on contrôle par la science, par la technologie, mais on ne peut pas tout contrôler et cette fin de vie du coup a été laissée de côté. Donc personnellement, j'ai accompagné beaucoup d'êtres qui n'étaient pas reliés affectivement, mais la cerise sur le gâteau, comme si ces 20 années de pratique étaient là pour que je puisse accompagner ma maman cet été. Et ça, c'était un cadeau. C'est magnifique parce que comment expliquer ça ? Il y a le mot sérendipité là, qui a apparu depuis 10 ans, où la coïncidence est jouée par moi-même, mais à ce degré-là, mon neveu se mariait, donc mon frère est arrivé du Brésil, je suis arrivée d'Espagne, et cette coquine, pour bien être maître de toute sa vie, elle a profité des 3 jours où mon frère est parti voir ses fils pour appeler l'ambulance. Et donc moi je suis arrivée 24 heures après, je l'ai retrouvée à l'hôpital, très sereine. Quand elle a eu le diagnostic, on s'est regardé dans les yeux, cancer, généralisé plus ou moins, en tout cas poumon. Et on s'est regardé les deux et on savait, il y avait quelque chose de souriant en nous. Alors évidemment, l'équipe médicale parle de radiothérapie pour confort, etc. Je dis non, on ne fait plus rien là. Faut métastase dans les poumons, on ne fait plus rien. C'est la fin. Oui, alors on va quand même faire des soins de confort parce que on va lui mettre des perfs hydriques, etc. avec du nutriment pour son confort. Alors, je les ai tous regardés et merci, mais ma pratique d'avant, je les ai tous regardés et j'ai dit mais pour le confort de qui ? Parce que c'est évident que si on donne quelque chose à manger à quelqu'un qui ne veut plus manger, sa vie va être prolongée. Prolongée pourquoi ? Donc ils m'ont entendu parce que leur rôle c'est aussi de prendre soin des familles et les familles ont besoin de temps. Nous deux on était au clair et mon frère a très bien compris, bien suivi. Et quand j'ai demandé une augmentation des morphiniques, c'est pas l'intention de la tuer, c'est simplement l'intention qu'elle souffre moins. Elle avait sa tête ? Elle avait sa tête, oui, jusqu'au bout. Jusqu'au dernier jour. Les derniers jours, c'est souvent ça que j'ai pu observer chez d'autres. Les 24, 48 heures avant, c'est un semi-coma. C'est comme si les gens sont à la frontière des deux mondes, mais j'arrivais encore à trouver des oui et des non sur le bout des lèvres. Donc quand je l'ai retrouvée là, j'ai vu qu'elle avait mal, je l'ai senti, ça se voit dans la rigidité corporelle. Et j'ai dit, maman, là, t'as mal, si on augmente les morphiniques, tu sais ce que ça veut dire ? Oui. Et j'ai dit, donc on va augmenter, oui. Et je lui ai dit, bon, je vais avertir mon père qui avait prêté la voiture et puis mon frère pour qu'ils viennent rapidement. Elle a dit oui. Puis en partant, en riant quasiment, je lui ai dit, maman, c'est comme tu le sens. Je ne vais pas partir longtemps. Tu peux partir pendant que je ne suis pas là, ce qui arrive fréquemment, ce qui désole parfois les familles.
Mais c'est plus facile de quitter un corps quand on est prêt, si personne n'est autour pour retenir. Je n'étais pas là pour la retenir, mais voilà, je lui ai proposé l'option. Je suis partie un moment. Quand je suis revenue, elle s'est éteinte à ce moment-là. J'ai même pas eu besoin, comme si elle me faisait cadeau de ça, du dernier souffle agonique. Elle était encore toute chaude. Il y avait comme un signe. J'avais accroché un poster au mur avec ne pleurez pas, ça fait des trous dans les ailes des anges. Il était tombé, il n'y avait aucune raison qu'il tombe. Donc c'est comme si je devais comprendre. Voilà, elle s'est envolée. Alors c'était bien, c'était un dimanche. Alors de 11h le matin à 5h l'après-midi, aucun soignant n'est rentré dans la chambre. Ils avaient tellement de boulot que voilà. On était là avec mon frère, on a chanté, puis moi je l'ai caressé pour la remettre en place. Je lui fermais les yeux, plop, il s'ouvrait, je lui refermais, puis au bout d'un moment j'ai éclaté de rire. Je lui ai dit, bon, tu veux jouer à Bouddha avec les yeux un peu ouverts, on laisse comme ça. Et je suis tombée sur une entreprise de pompes funèbres géniale et m'ont pris avec pour faire l'habillement. Donc voilà, j'aime bien cette image des Chinois qui boivent dans une tasse de thé où le paysage est à l'intérieur. C'est quand on a fini la dernière goutte qu'on voit tout le paysage. Et cette dernière goutte de ma maman, c'est mes 20 ans de soins palliatifs qui me donne un élan de plus à transmettre, parce que cette paix-là pour partir, non seulement c'était bon à ce moment-là, mais qu'est-ce que ça m'a résolu des nœuds que j'avais intellectuellement compris depuis que j'y regarde un peu le nez dedans, au niveau du système familial et du transgénérationnel. C'est comme si nous deux femmes, mère-fille, tout ça, bon, on a fait ce qu'on a pu, mais comme si notre contrat d'âme était réalisé. Merci. Et puis là, j'ai ramené quelques objets d'elle, j'ai encore des habits d'elle qu'elle avait. De temps en temps, j'ai un truc qui sent encore maman, c'est trop chou. Mais ça me fait penser à Michel Onfray, qui est un philosophe que tu dois connaître, qui a dit des centaines de fois dans des interviews et qui l'a écrit, que son père lui a fait l'honneur et le cadeau de mourir dans ses bras, parce qu'il dit toujours par Mont et par Vaux, et il sortait, il était tous les deux, il est mort sous les étoiles. Ouais. Et ça me fait penser à ce que tu disais, c'est-à-dire que ta mère t'a fait le cadeau de mourir en fait quand elle l'a décidé, mais avec toi, c'est-à-dire avec nous, mon frère. Voilà, avec vous deux. Et ça a fait comme la fin d'un cycle. Oui. Et rarement on a l'occasion de pouvoir dire au revoir à nos proches de cette façon-là, puisque regarde, pour l'histoire des Covid, les gens râlent, racontent, ça c'est trop. Elle aurait pu mourir 3 mois avant et c'était foutu parce que j'avais un billet d'avion pour le mois de mai pour aller la voir, qui a été annulé. Ah ouais, non, là, ça me touche. C'est vrai que... Et en plus, je voulais pas aller à ce mariage, j'avais pas trop de thunes, vu qu'il y avait eu peu de pèlerins. Mais j'ai trouvé un Blablacar pour 32 € jusqu'en Suisse. J'étais en Ariège à ce moment-là. Ah oui, l'Ariège à Suisse. J'étais en Ariège en train de faire un stage. Et j'ai trouvé un Blablacar qui passait devant la maison de mes parents. Donc, il y a des choses je ne peux pas expliquer. Je ne peux que rendre grâce ou dire gratitude. Parce que... Voilà, et j'aurais pas eu ce Blablacar, je me disais, ouais, bah, c'est le 3e mariage des fils à mon frère, c'est bon, celui-là, il a trouvé une épouse qui est sa famille, elle est à côté, là. Donc je le reverrai, dans le genre. Bah non, j'ouvre le Blablacar juste pour voir, ah bon, bah, j'étais là. Donc comment expliquer, je sais pas s'il l'explique, mon frère qui est plus doué que moi. Non, mais c'est cadeau, merci. Ouais, c'est un cadeau, merci. C'est comme un contrat de transmission et d'incarnation acceptée, c'est ça que je sens. Ouais. Ça te parle ? Oui, ça c'est mon travail. Je suis très branchée sur ce qui ne se voit pas. Et je pense que si je suis encore sur Terre, parce que j'ai eu quelques évitements pour avoir le choix de rester ou pas, j'ai à m'incarner vraiment dans quelque chose de concret. Le spirituel, comme c'est devenu, c'est très détaché du matériel. Et moi, j'ai vraiment l'impression de cette image de la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Ça se touche maintenant. Ça se touche et on peut... J'aime beaucoup la transmission de Gita Malaz, là, le dialogue avec l'ange, où c'est très signifié, très symboliquement, pour qu'on puisse l'entendre, qu'on est dans des temps particuliers où cette matière et cette intelligence cosmique est en train d'être capable de se relier. Bon, c'est mon interprétation, hein. Il y a plein de bouquins, plein de bibliothèques. C'est mon ressenti dans ce que je vis, d'être là pour... être dans la matière. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a besoin d'entendre des choses comme celles que tu dis. Parce que finalement, ce que tu nous racontes, c'est l'histoire d'une réconciliation. C'était pas non plus une fâcherie avec ta mère, mais il y avait quelque chose qui n'était pas complètement incarné. Absolument. Et qui s'est vraiment... voilà, la boucle était bouclée. Ouais.
Et donc je pense que notre chemin de vie, c'est d'être d'une part en paix avec nous, en paix avec notre environnement, donc ça peut être ta famille, tes ascendants, tes descendants, tes pères, tes amis, tes partenaires, peu importe, mais aussi en paix avec le fait qu'on va mourir. J'aime bien Castaneda, ça m'a bien aidé un moment. Il a dit qu'on met la mort sur une épaule, puis c'est ma copine, quoi. Puis après, j'ai mis la dépression de l'autre, donc ça fait la balance. Et puis j'ai de moins en moins de doutes. J'ai eu la chance de me rappeler d'où on vient. C'est sacré chaque moment. Voilà. Parce que ça devient de plus en plus sacré dans le sens où je sais que je ne suis pas illimitée. Donc le temps qui me reste, eh ben, il devient de plus en plus goûteux. Il y a un élément fort depuis quelques temps, j'ai plus de doute. Si je fais des conneries, ben moi j'ai fait une connerie. Mais ça ne rentre pas dans les tergiversations de doute. Moi, ce qui me vient dans tout ça, c'est finalement c'est le titre de cette vidéo qui est « D'où viens-je ? Qui suis-je ? Où vais-je ?» Que ça pose la question essentielle du chemin humain, qui commence par un cri ou une naissance, qui continue par une interrogation perpétuelle avec des expériences de vie, notamment amoureuses, mais pas que discutables, en tout cas pas forcément celles qu'on aurait souhaitées, qui continue encore par une direction à prendre, et qui se termine par finalement l'accomplissement d'une vie. Donc finalement, tout ce que tu partages n'est rien d'autre qu'une expérience de vie. Et comme disait Camus, l'expérience des autres est comme un soleil d'hiver, il est clair mais ne réchauffe pas. Pour autant, si l'émotion est là chez moi, c'est qu'il y a quelque chose de plus qui fait que je suis là aujourd'hui. C'est pour partager. Je crois qu'on est là pour... je sais rien, mais pour moi l'essentiel c'est vraiment partager avec tout ce qui est vivant et les êtres vivants. Bref, je suis venue ici, je savais que je devais venir ici, c'était un appel. Donc maintenant je commence à comprendre pourquoi. Pour que tu partages avec nous, et donc pour que je partage cet échange sur ma chaîne à mon humble niveau, non seulement bien sûr pour inciter les gens à faire le chemin, parce que je trouve que c'est un parcours, c'était la seule chose que je n'avais pas faite quasiment, donc c'était important d'avoir au moins ce début d'expérience, sachant que c'est qu'un morceau et que je reviendrai avec un sac à dos plus léger, etc. Mais ce qui est important, je pense, c'est donner du sens. Et donner du sens à d'où je viens, ce cadeau qui m'a été fait de naître. Et je dis souvent à mes coachés, honorez la vie qui vous a été donnée, mais vous n'êtes pas obligé d'honorer la merde de la transmission. Vous n'êtes pas obligé d'honorer le pathos, les abus, la justice, la solitude, l'abandon, etc. Même si vous avez été dans des familles d'accueil, dans des orphelinats, vous pouvez honorer la vie, puisque cette vie-là, c'est un cadeau qui n'a pas de prix. C'est un cadeau, et souvent, quand les enfants se révoltent, ils disent « t'avais qu'à pas m'adopter, t'avais qu'à pas me faire ». Et ils ne voient pas ce cadeau. Donc si on part du postulat que ce cadeau nous a été fait, c'est pour en faire quelque chose. Donc ce que j'aimerais te dire, c'est que, à travers tout ce que tu racontes, c'est que finalement notre chemin est un chemin de libération pour lâcher des choses. C'est ce qui se passe sur le chemin de Compostelle en fait. On lâche des choses, de plus en plus de choses. Et ça se passe pas de la même manière pour tout le monde. Je pense qu'il y a autant d'expériences qu'il y a de pèlerins. Et est-ce que tu peux me donner quelques anecdotes ou quelques expériences que tu as vécues ou que les gens ont vécues ici, de transformation, d'éveil de conscience Ah si, il y a un petit Allemand qui est arrivé, 24 ans, ingénieur, fête de la bière, etc. Très terre à terre, et très beau, mais on est assis là les deux, il y avait pourtant, c'était au mois d'août, mais on était que les deux. C'est ma langue maternelle aussi, l'allemand, donc je pouvais bien l'entendre. Puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je lui dis, mais regarde là autour, les arbres et tout, il y avait les oiseaux qui chantaient, les fleurs. J'ai dit, tu crois que ça se fait tout seul là, c'est pas un peu particulier? J'ai jamais nommé une transcendance avec un vocabulaire religieux ni rien. Et puis en fait, lui, il avait déjà tout prêt à l'intérieur. Mais il devait avoir des parents totalement... rigides. Pas rigide, mais agnostique ou anti-Dieu, anti-religion, ce que je peux comprendre selon les contextes. Donc il n'avait aucune éducation, ni spirituelle, ni religieuse, ni rien. Il était dans ses 24 ans, la fête, etc. Mais il était sur le chemin. Quand même. Oui, voilà. Je lui dis, mais pourquoi tu es sur le chemin? Ah, je ne sais pas. Il me dit, je ne sais pas. Et on évoque ainsi tout cet invisible et cette magnificence de la vie qu'il avait capté en marchant. Et le lendemain matin, j'ai eu l'impression de voir un lampion se lever. Vraiment, il était rayonnant, comme s'il avait trouvé une clé de ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Et ça s'est trouvé ici. Ça, c'était
il m'a bien fait plaisir. Il y a d'autres anecdotes rigolotes. Une fois, il y a un Allemand, là, d'à peu près mon âge. Les gens étaient encore à la cuisine, il était déjà au lit, puis moi, je viens fermer les rideaux. Puis il me dit, tu peux t'asseoir là un moment? Bon, oui, je m'assois. Ça faisait un peu maman et fiston, mais on avait le même âge. Il me prend la main, puis il me fait, mais tu fais comment? Je dis, je fais quoi? Mais d'ouvrir ta maison comme ça, tu sais pas qui c'est qui rentre. Je dis, bah c'est simple, je prends. Il me dit, mais t'as pas peur? Je dis, si j'avais peur, je le ferais pas. Je lui répondais à ma façon à moi, mais je voyais que pour lui, ça cassait tous ses repères, ses repères, toute sa construction de sécurité. Mais il était sur le chemin. Il était sur le chemin. Après, bon, des anecdotes, ouais, il y en a presque tous les soirs, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus secoués par le chemin et puis par arriver ici, parce que comme il y a de plus en plus de monde sur le chemin, il y a de plus en plus d'alternatives commerciales pour accueillir les gens, des hôtels normaux. Donc ils ne peuvent pas vivre cette rencontre qui est l'essentiel du chemin, dans les auberges où on se rencontre avec les autres. Hein. Tu as dit un truc intéressant en parlant de cet Allemand qui s'étonnait que tu n'aies pas peur d'accueillir des gens que tu ne connaissais pas. Et tu as dit que ça exposait toutes ces constructions, toutes ces croyances. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça, je ne sais pas si c'est l'objectif, le but. J'essaie toujours de mettre des mots sur des choses qui sont difficiles à expliquer, mais en même temps, pour que les gens aient envie de faire ce chemin, il faut bien que je leur donne envie, que je mette les mots. Moi, l'impression que j'ai, c'est que ça nous amène à, non pas déconstruire, mais à changer de regard sur certaines choses. Et là, dans ce que tu me racontes, que ce soit le jeune Allemand qui avait la fête de la bière, ou que ce soit celui qui ne comprenait pas comment tu pouvais ne pas avoir peur, finalement, on arrive à la même conclusion, c'est que les deux ont eu une espèce de shift, quoi, de changement. Et finalement, c'est ça, ce chemin. Ça amène à voir qu'on est capable de marcher quand on déborde avec un poids qui n'est pas léger sur son dos, et qu'on n'en peut plus, qu'on croit que c'est la fin, et on retrouve quand même l'énergie pour continuer. On arrive, on se vautre, mais un quart d'heure après, on se relève, et on va marcher, on va à la plage. Donc je pense que ça montre qu'on a beaucoup plus de puissance et d'énergie qu'on ne le croit, et qu'on a probablement plein de paires de lunettes à essayer, plutôt que de rester toujours sur les mêmes. Ouais. Tu disais c'est pas déconstruire, oui c'est déconstruire pour moi. En tout cas en pédagogie on dit que c'est nécessaire de déconstruire, hein, d'avoir un moment de flottement, de doute pour avoir la place pour le nouveau. Il s'agit de déconstruire nos croyances, nos fidélités, nos constructions internes pour pouvoir découvrir une nouvelle expérience d'une nouvelle personne. Après, ça pose une question. Est-ce que la déconstruction, c'est quelque chose qui est logique, donc je déconstruis, et puis il n'y a plus rien, et puis je repose des briques et je reconstruis? Est-ce que je commence à reconstruire et du coup je lâche progressivement des choses? Ou est-ce que finalement, oui, je fais ça d'un coup, et tout à coup, je balance les vieux schémas pourris et j'ai quelque chose de nouveau qui se met en place? Ça, c'est une sorte d'illumination que tout le monde espère. Mais je crois que tout est possible. Oui, c'est ça, en fait. Chacun son chemin, là, vraiment, hein, parce que ça peut être... Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Et puis même quand il y a des super flashs, ça peut être constructif un moment, mais ça peut donner le goût un moment, mais après, il faut y aller quand même. Hein. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que tu as des prises de conscience, des flashs, tu essaies des lunettes qui sont vachement intéressantes, et puis tu dis, il faut y aller. Il faut aller où? Ah ben, faites des plans et ça fait rire Dieu. Hein. Il faut aller où? Vérifier si je suis toujours... est-ce que ça va quelque part? Au niveau matériel, je ne sais pas. Je préfère pas avoir de construction à cet endroit-là parce que ça me surprendra à chaque fois. Mais je crois que ce qui est essentiel, c'est est-ce que je suis vraiment... J'aime pas le mot bateau amour, mais est-ce que je suis juste avec moi-même? Est-ce que je suis là vraiment avec l'autre? Ou est-ce que je suis en train de faire semblant parce que je suis fatiguée, parce que j'ai pas pris soin de moi, parce qu'il y a trop de monde? Est-ce que je suis là? C'est apprendre à me connaître et à reconnaître l'autre tout en gardant le plaisir de ça. Parce que déconstruire pour déconstruire, peut-être que j'exagère un peu, mais la psychanalyse fait très ça. Je trouve passionnant toute la compréhension psychanalytique, mais après ça déconstruit, mais le mode d'emploi pour rassembler l'être humain, eh ben ça vient pas de l'extérieur. Ça vient pas de l'extérieur,
Ouais. Franchement, la plupart des gens que je coach, ils ont passé des années en thérapie à tendance psychanalytique. Bref, en gros, sur le pourquoi. Ils ont ressassé leur enfance, leurs parents, machin, et ils arrivent, et ils ont passé 5 ans à être dans le pourquoi. Après, tu as ceux qui sont dans l'action, qui achètent tous les coachings, et puis qui n'arrivent pas à passer à l'action, parce qu'ils sont bloqués dans le passé. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir compris pourquoi. Parce que tu as besoin de nourrir le cerveau humain a besoin d'avoir du sens. Surtout en Occident et en particulier en France où on est très... on a besoin de donner du sens et de comprendre. Mais une fois que tu as compris, ok, voilà mon histoire, j'ai été abusée, j'ai vécu ça, mes parents ceci, ma soeur cela, ok, maintenant on fait quoi? Voilà. Et c'est là où le passage à l'action me semble une bonne solution. Jusqu'à présent, je prenais plutôt des stages de développement personnel en fonction des problématiques de chacun. Mais là maintenant, je trouve qu'un bon petit coup de chemin, avec ton sac à dos, hein, pas des gens qui te le portent d'une étape à l'autre. Hein. Parce que si tu n'as pas le sac à dos, ça veut dire que tu ne portes pas ton bagage psychologique. Et t'alléger progressivement. C'est un chemin. C'est un chemin, mais il faut bien commencer un jour. Oui. Et après, peut-être que tu peux décider de partir 15 jours, 2 mois, 3 mois, tel endroit, tel autre. Mais au moins, tu es en mouvement. C'est le mouvement. Ouais. Voilà. Et le mouvement, quel qu'il soit, est toujours bon. Oui. J'ai eu la chance de choisir à 20 ans d'être en Inde pendant 6 mois. Et donc j'imagine que tu es dans les années 80 à peu près. Ouais, 80. Ouais. Et à ce moment-là, il y avait plusieurs mouvements en Inde qui étaient très différents. Et où est-ce que tu es allé? Dans un ashram? Tu as suivi quel parcours là-bas? Le sac à dos, comme le chemin de Saint-Jacques, j'avais un billet pour l'Australie, j'avais rien calculé. D'accord. Et donc tu t'es retrouvé où en Inde? J'ai commencé par le Népal, un beau trekking, puis me promener, vivre avec les gens. Donc j'ai vécu aussi dans des communautés tibétaines qui vivaient comme dans le temps, mais qui étaient expatriés. Ouais, ça, j'ai eu la chance d'arriver dans un village où il n'y avait pas du tout de touristes depuis perpète, et on a été super accueillis avec mon ami avec qui je marchais. Et d'être à 20 ans, à l'âge de 20 ans, 21 ans en Inde, tout n'est pas encore construit au niveau des structures de société, travail, boulot, bref, profession, tout ça. Donc le choc, pour moi, il a été identique de ce que tu décris. C'est-à-dire, il y a d'autres gens qui vivent, mais alors vraiment pas comme moi. J'ai pas envie de vivre comme eux, mais ils arrivent à le faire. Qu'est-ce que je construis maintenant? Pour moi. Pas au regard de l'entourage. Et c'est vrai qu'il y a besoin de sortir le poisson de l'aquarium à un moment donné pour faire ça. De te mettre en route. C'est ça. Le chemin de Saint-Jacques, ça fait 1000 ans qu'il est là. Et il date d'avant. Hein. Les Celtes allaient déjà au bout du monde, à Finistère. Il avait déjà tracé. Les catholiques reprenaient un peu les symboles de ce qui existait avant. Parce que les Celtes, ils voulaient voir ce qu'il y avait là. Les morts, ils sont là où le soleil se couche. Encore la mort. Et ils allaient déjà sur ce chemin. En fait, c'est là que j'ai découvert que je pouvais vivre comme ça. C'est-à-dire sans projet, sans but, sans intention. Donc c'était l'avant-goût, c'était en fait l'esquisse du chemin finalement. Ouais. T'as pas été dans un centre au chaud, à faire des trans, non, rien du tout, dans un ça. ashram avec un maître. Oui, c'est intéressant de voir qu'en fait, si on regarde bien, à 20 ans, tu étais déjà sur le chemin. J'étais sur le chemin que j'ai retrouvé ici en fait, quand j'ai fait mon propre chemin. Donc voilà, c'est le chemin occidental, il existe. C'est un chemin en parallèle, dedans et dehors, quoi. Arriver à faire cette danse, symbiose peut-être pas, parce que justement c'est pour ça qu'on est ici, d'arriver à être dedans et dehors en adéquation, à la fois avec l'autre et en même temps avec moi, avec ce que je fais et puis avec ce que je trouve juste. Et c'est, au niveau professionnel, c'était très flagrant tout de suite. Je n'ai pas pu faire de travail qui ne me convienne pas profondément. La peur de la fin de mois, du salaire, etc., ça n'a jamais eu prise sur moi. Et ça, c'est un immense cadeau. Je le prends comme un cadeau parce qu'il n'y a pas de recette. En tout cas, je dis merci. Hein. Et donc, pour conclure avec la synthèse de tout ça, tu proposes un accueil qui amène les gens probablement à accélérer peut-être leur processus de transformation, je dirais. C'est comme ça que je le vois. Ce que je voudrais, c'est donner envie aux gens de faire ce chemin, de s'arrêter chez toi, évidemment. Je sais déjà d'où je partirai la prochaine fois et ce qu'il y aura dans mon sac à dos. A priori, je devrais parvenir parce que j'ai déjà fait le morceau, mais... Non, mais tu peux repartir d'ici pour aller jusqu'au bout. Bah oui, là, je vais faire un morceau du bout. Oui. Ça va faire 2 fois la même chose. L'idée, c'est de pas faire 2 fois. Mais bon. T'as le temps de voir. D'ici là... Hein. Fais des projets, ça fait rire Dieu. Ouais. Voilà, absolument. On verra.